Ok, bien, merci à tous. Je pense qu'on va commencer maintenant parce qu'il est déjà 10 heures, 6 heures, à 6 là, à Rome. Je m'appelle Filippo Benedetti. Je travaille à l'FAO, à les bureaux de Rome, à l'Alliance mondiale pour le sol, les partenariats mondiaux sur le sol. Euh, je vais faire une petite introduction sur aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, ce webinaire, c'est parti d'un grand programme de renforcement de formation des capacités du laboratoire organisé par Glossolan. Je vais donner vous une petite introduction sur Glossolan, sur les programmes de capacitation du réseau. Et après, on va donner la parole à les orateurs d'aujourd'hui. Euh, Juste pour parler un peu des partenariats mondiaux sur le sol, il est créé en 2012, émergé par les FAO. Et c'est un mécanisme mondialement reconnu pour positionner les sols dans l'agenda mondial du développement et pour promouvoir la gestion durable des sols à différents niveaux. Et Glossolan, c'est un réseau technique du GSP, de l'Alliance du partenariat mondial sur le sol. C'est un réseau qui a été créé en 2017 pour regrouper ensemble les laboratoires d'analyse des sols. Parce que les laboratoires c'est un- ils sont très importants. Et aujourd'hui, le réseau c'est très grand et regroupe actuellement plus de 1100 laboratoires dans plus de 163 pays de tout le monde, toutes les régions du monde. C'est la structure de réseau parce qu'il est très grand en fait. Donc, il y a aussi des réseaux régionaux dans chaque région. Donc, il y a un réseau pour les laboratoires d'Asie qui s'appelle CINET, un réseau régional pour les laboratoires d'Europe, un réseau pour l'Amérique du Sud, un réseau pour les Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et un réseau pour tous les laboratoires des sols qui travaillent dans l'Afrique subsaharienne, qui s'appelle AfriLab. Je pense que beaucoup de vous sont même déjà d'AfriLab, mais aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, c'est organisé par AfriLab, en fait. C'est le réseau africain des laboratoires de sol qui a organisé la session d'aujourd'hui. Il a déjà organisé une session en anglais en juillet, et aujourd'hui, on organise la même session en français, parce on va contacter avec tous les laboratoires, aussi les laboratoires de la francophone de la région. Euh, Parce que la session d'aujourd'hui, c'est très important pour comme analyse des sols, comme paramètre de fertilité des sols. Donc, il y a la réseau mondial, la réseau régional et aussi les réseaux nationaux. Parce que chaque pays, il y a beaucoup de pays qui il y a un réseau national qui sont un réseau de laboratoires qui travaillent dans les mêmes pays. Euh, La réseau Glossolan travaille sur beaucoup de choses, sur la mesure, la détermination des paramètres des sols, donc sur l'harmonisation des procédures opérationnelles standards, qu'on appelle SOP, sur la formation des procédures standards de Glossolan, comme aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, les webinaires, c'est là pour présenter vous en SOP, en procédure standard harmonisée par Glossolan pour faciliter la mise en œuvre des procédures. Et aussi, on travaille sur la formation sur l'hygiène et la santé dans les laboratoires, que c'est très important, sur la qualité des données des laboratoires des sols. Donc, on travaille sur l'exécution d'un contrôle de qualité externe qui s'appelle Ring Test au PT. Aussi sur la formation de contrôle de qualité interne au laboratoire. Après, aussi sur l'équipement d'un système de données des données des données de sol, mais aussi la spectroscopie du sol, qui c'est très important et il est beaucoup utilisé dans beaucoup de laboratoires dans tout le monde. Euh, donc, il y a beaucoup de thèmes, mais aussi ça c'est l'idée du réseau. En fait, il y a beaucoup de laboratoires. Il y a des laboratoires qui sont très avancés,
très bons dans la technique et de la qualité et beaucoup de choses. Mais il y a un laboratoire qui a besoin de formation, il a besoin d'aide. Dans l'idée du réseau Glossolan, est-ce que les laboratoires plus avancés peuvent aider les laboratoires qui ont besoin de formation? Donc, ils sont tous ensemble parce que c'est très important d'avoir tous ensemble obtenir un niveau de qualité suffisant partout. Donc, on travaille ensemble pour ça. Il a programmé, organisé beaucoup de formations dans beaucoup de régions. Il y a par exemple, dans cette année, de octobre 2023 à 6 juillet, on a fait beaucoup de sessions régionales dans différentes régions sur la formation des staffs, des personnels de laboratoire. Par exemple, en octobre, on va avoir une grande réunion à Dakar, au Sénégal, plus de 70 techniciens de laboratoire de sol de 40 pays subsahariens ont trouvé à Dakar pour une session de formation en anglais et en français sur l'analyse chimique des sols. Il était très important. C'était bon en fait, il était formidable comme expérience. Je pense qu'il y a des personnes là aujourd'hui qui sont aussi participé à la réunion de Dakar. Il y a aussi la formation en Amérique du Sud en avril. Et en juillet, on était en Asie, aux Philippines, pour la formation des laboratoires d'Asie. Donc, on pouvait faire des formations en présence et aussi des formations virtuelles, comme la formation d'aujourd'hui, les webinaires d'aujourd'hui. Tous les documents des webinaires, comme les webinaires d'aujourd'hui, les présentations, les enregistrements vidéo, seront bientôt publiés sur la page web Capacity Building, qui signifie développement des capacités, sur le site web de Glossolan. Ça qui signifie que après les webinaires, vous pouvez regardez une autre fois les présentations, les enregistrements vidéo et la procédure qui a été présentée, toutes les choses là. C'est un exemple de les webinaires qu'on va faire dans 2020 sur comment préparer l'échantillon de sol une fois qu'il vient dans le laboratoire. Donc, je vais mettre les liens, ces pages web sur le chat. Et on va parler très vite de la webinaire d'aujourd'hui, qui c'est sur la procédure opérationnelle standard de Glossolam pour la détermination de la capacité d'échange cationique du sol, le CSC. Parce que c'est très important de parler la même langue dans les laboratoires. Si on va utiliser les mêmes méthodologies, les mêmes procédures, signifie qu'on peut parler la même langue. C'est vrai dans les mêmes pays, mais aussi dans la région, dans tout le monde, en fait. Parce que s'il y a des laboratoires en Afrique, des laboratoires d'Amérique du Sud, des laboratoires d'Amérique du Nord, ou d'Asie, ou du Pacifique, et on va partager des données des sols, on va partager l'analyse des sols. C'est important de parler avec les mêmes unités, avec les mêmes des données obtenues avec les mêmes méthodologies, les mêmes méthodes. Parce que c'est très important de la comparabilité des résultats d'analyse de sol. Et je suis très content parce que la procédure harmonisée pour la détermination de la capacité d'échange cationique du sol, qui est un paramètre très important pour la fertilité du sol, il était mené par Afrilab. Enfin, le processus d'harmonisation de cette euh, procédure opérationnelle standardisée, il était mené par Afrilab parce que le principal auteur de la procédure était la madame Lesego Mukatsi Selepe, qui est la présidente d'Afrilab, en fait, de Botswana. Elle a dirigé l'harmonisation du protocole ensemble avec 9 auteurs, contributeurs de tout le monde et aussi autres réviseurs d'autres pays, aussi des Zimbabwe et d'autres pays d'Afrique. Et en fait, je voudrais remercier aussi tous les laboratoires qui ont donné les informations qu'on a utilisées pour créer ces protocoles. En fait, il est disponible seulement en anglais pour le moment, mais on va travailler bientôt pour avoir les procédures en fait aussi en français. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très important aussi de parler des protocoles. Donc, j'invite vous à prendre note, à écrire tous les parts des procédures pour connaître plus sur le sujet. Euh, les orateurs d'aujourd'hui, il y a deux orateurs et je les remercie beaucoup.
pour la disponibilité de partager les expériences qu'il en a avec nous, en fait, aujourd'hui. Parce que c'est l'idée du réseau. En fait, il y a des personnes qui partagent les connaissances avec l'autre membre du réseau. Et c'est très important. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui, ou autres personnes du réseau qui veulent partager les expériences avec autres personnes du réseau, c'est parfait. Écris-moi, on peut organiser un autre webinaire ensemble. Aujourd'hui, les orateurs sont le Messie Abdourahman El Moudi Moussafa du Niger. C'est aussi le président Douglas Soulan. Il travaille à le Centre régional de la recherche agronomique INRAN du Niger. Et aussi, il y a Jansi, en tout cas Luta, Messie Jansi Luta, en tout cas Luta, il est en chercheur et analyste au Laboped Cressol, c'est dans la République démocratique du Congo. Je suis désolé d'avoir Jansi avec nous parce qu'il a rencontré à la formation de Dakar et il est disponible aujourd'hui aussi pour partager. En fait, c'est très important aussi pour rencontrer, pour vous parler. Et, la formation en présence parce qu'on peut commencer l'organisation des choses comme le webinaire d'aujourd'hui. Euh, euh, la dernière slide, c'est sur un peu des régulations pour aujourd'hui. En fait, le webinaire, c'est enregistré après le webinaire. On va voir la registration vidéo après sur le site web de Glossoland. Mais si vous perdez votre connexion, pas de problème. Vous pouvez rejoindre la réunion en utilisant les mêmes liens et les mêmes mots de passe. De passe qu'il a reçu par courriel. Donc, c'est très facile. Si vous avez des commentaires ou des questions spécifiques à poser aux orateurs d'aujourd'hui, aux panélistes, vous pouvez utiliser la fonction de chat. Il y a à la part plus bas de votre écran. Et, on va prendre les orateurs, on va répondre directement à vos questions dans la chat ou vraiment après, à la fin de présentation. En fait, après la présentation de la procédure, on va avoir une session de questions. Donc, vous pouvez écrire dans la chat toutes les questions que vous avez pour les orateurs sur les thèmes. Vous voudrez aussi partager votre expérience sur la détermination de ces paramètres. S'il y a des questions sur l'équipement, sur les contacts de votre laboratoire, vous pouvez partager votre expérience ou vous pouvez prendre la parole après. Malheureusement, pas d'attestation de participation aujourd'hui. C'est la FAO, en fait. Je suis désolé pour ça. Et une autre fois, l'enregistrement de vidéo, les webinaires et la présentation fichiers seront ensuite disponibles sur la page web de Glossolam. Donc, en fait, je voudrais remercier encore Mustapha et Jancy. Je pense que aussi Mustapha s'est connecté maintenant. Donc, s'il n'y a pas de questions, non, mais on va donner la parole à. Je pense que Mustapha va commencer après c'est Jancy. Bonne session. Bonne session. Et je pense que. Ok, il n'y a pas de bonne connexion pour Mustapha, je pense. Il est pas là. Mais peut-être, Jancy, que vous pouvez commencer. Ah non, Mustapha, c'est là. Mustapha, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, Moustapha, tu m'entends? Oui. Bonjour Philippot, je Bonjour. viens de me connecter là. Pas de problème. Juste on va commencer maintenant. Tu vas partager ton écran ou... Non, tu partages pour moi, c'est mieux parce que je n'arrive pas Ok. Jancy, peut-être que tu à vas avoir accès partager avec l'ordinateur. la présentation, Jancy. Je pense que c'est mieux. D'accord, pas de problème. Ouais. Merci bien. D'accord, d'accord. Moustapha, tu peux dire à Jancy quand tu veux changer les slides. Donc, merci encore. On va faire la présentation maintenant et après, il y a une session de Oui, questions avec les participants. Donc, merci à toi et merci encore. Bon, Moustapha, c'est commencé, hein, n'est-ce pas? OK. Merci encore. Bonjour. Je pense que c'est le président qui doit commencer.
Moustapha, si c'est la première slide, c'est avec toi, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui commence après. D'accord? Je peux déjà commencer. Ok, parfait. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Philippot, pour l'occasion, l'opportunité pour que je puisse partager mon expérience avec les collègues qui travaillent au laboratoire. Et je remercie aussi les collègues qui ont pris leur temps pour participer. En fait, je vais présenter la première partie de cette formation et la seconde partie sera assurée par le président Moustapha. Aujourd'hui, nous allons tenter de partager avec nous tous notre petite expérience sur la détermination de la capacité d'échange cationique et des bases échangeables avec la méthode mise en place par Glossoland que nous avons effectivement adoptée dans notre laboratoire après les expériences obtenues lorsque nous étions la fois dernière à Dakar. Ah, pardon, je ne sais, pouvez-vous mettre la présentation à plein écran? OK. Parfait, merci encore. Ça va maintenant? Oui, oui, parfait. Merci. Alors, pourquoi nous sommes dit qu'il est très important que nous devons essayer de renforcer la capacité de nos collègues sur cette analyse de la capacité d'échange cationique? C'est parce que c'est une analyse très importante pour connaître la fertilité du sol, mais aussi pour connaître la capacité des sols à échanger et aussi à retenir les cations qui sont disponibles dans les sols. C'est comme vous voyez les deux figures qui sont là, ils nous montrent les complexes argilo-humains. Alors, ce qu'il faut savoir dès le départ, que la capacité d'échange cationique du sol est fortement liée à l'argile du sol, mais aussi à la matière organique. Ce qui fait que ces deux composantes étant chargées négativement, ils ont la capacité d'échanger et aussi de retenir d'autres cations qui sont chargées positivement dans la solution du sol. Alors, l'accès de capacité d'échange cationique, généralement au laboratoire, il est déterminé par l'unité que nous déterminons au laboratoire, c'est le milieu équivalent par 100 grammes du sol, mais d'autres personnes utilisent les centimoles de charge positive par kilogramme, qui est généralement déterminé. Et comme nous l'avons venons de le dire, que c'est vraiment la teneur en argile et la présence de la matière organique qui nous permet d'estimer la capacité d'échange cationique, mais aussi en tenant compte de la texture et la couleur du sol. Et la capacité d'échange cationique, généralement, augmente avec la matière organique. Et cela est dû à quoi? Ceci est dû à la capacité d'échange cationique de ces deux matériaux que nous avons parlé, notamment de l'argile et de la matière organique, qui se trouvent particulièrement où on trouve les hydro-rétenteurs. Comme vous pouvez le voir dans cette figure, nous voyons ici, vous voyez, H qui sont chargés positivement, mais il y a des hydro-rétenteurs dans les sols contient beaucoup de zones d'échange négatives dans leur structure chimique. Ainsi, ça permet des échanges dans le sol. La capacité d'échange cationique aussi est largement liée au pH du sol. Lorsque vous avez un pH très faible, comme illustre cette image, quand vous avez un pH qui est de 3,5, vous trouvez que la capacité d'échange cationique de votre sol sera très faible. Notamment, nous avons la présence des éléments qui sont parfois nocifs pour les plantes ou soit même pour les éléments minéraux que nous apportons généralement dans les sols. Quand vous voyez ici, nous avons la présence de l'ion, nous avons ici l'aluminium, nous avons le chlore, nous avons l'hydrogène qui est en grande quantité qui démontre l'acidité. Et au fur et à mesure que votre pH du sol s'améliore, la capacité d'échange cationique ou la capacité de votre sol à retenir les éléments minéraux augmente en même moment. Et quand vous arrivez ici au pH neutre qui est 7, vous allez constater avec moi qu'il y a certains minéraux qui disparaissent. Il y a certains éléments comme l'aluminium, le chlore qui disparaît et ce qui fait que la capacité d'échange de votre capacité cationique de votre sol est très élevée. Ici, on présente la capacité d'échange cationique d'un sol à un pH 7 en fonction, premièrement, des types d'argile, mais aussi en fonction des textures. Pour un technicien de laboratoire, lorsqu'il est en train de déterminer, faire l'analyse de la capacité d'échange cationique, vous devez avoir déjà ces notions en tête
pour savoir quel est le type de sol que je suis en train d'utiliser. Mon sol que je suis en train d'utiliser, quel est le type d'argile que je fais face. Si par exemple que je suis en train de faire des analyses où je sais que le sol ou bien le type d'argile que je suis en train, le sol le sol que je suis en train d'analyser, les pourcentages ou bien les sortes ou les types d'argile qui comptaient dans ces sortes, c'est des élites. Ou bien, par exemple, vous avez d'abord des kaolinites. Les kaolinites, généralement dominés en Afrique subsaharienne. La capacité d'échange cationique varie de 3 à 15 milliers équivalents par 100 grammes de sol. Si vous avez des élites, vous avez entre 15 et 40, et la mode moronique est beaucoup répandue en Europe et l'Occident. La grande quantité, vous trouvez que la capacité d'échange cationique de ces minéraux ou minérales d'argile est très élevée, ça va de 80 à 100. Et aussi, l'autre indicateur qui donne une idée pour connaître et déjà voir ça en tête, pour aussi savoir si tes résultats sont bons ou mauvais, c'est la texture de votre sol. Lorsque vous avez un sol avec une texture sableuse, généralement, la capacité d'échange cationique va de 1 à 5, limon sableux entre 5 et 10. Les limons, nous avons entre 5 et 15. Argile limoneuse, nous avons entre 15 et 30, ainsi de suite. Et effectivement, surtout, si votre sol est très riche en matière organique, la capacité d'échange cationique est très élevée, comme nous l'avons dit précédemment, que la matière organique et l'argile du sol jouent un rôle important sur la capacité cationique du sol. Nous tenons à rappeler ici pour expliquer comment ces éléments se présentent dans les sols. À droite, à gauche, nous avons les cations qui sont chargées positivement, que nous avons dit ici effectivement que nous allons, lorsque nous faisons l'analyse de la capacité d'échange cationique pour voir les échanges. Mais de l'autre côté, à droite, nous avons les anions qui sont généralement chargés négativement, qui permettent en sorte qu'il y ait des échanges dans le sol. Alors, il existe plusieurs méthodes pour déterminer la capacité d'échange cationique. Alors, Glossoland, dans les soucis de travailler et d'être sûr sur les analyses des différents laboratoires se trouvant à travers le monde, il y a une méthode qu'on a adoptée ensemble pour permettre à déterminer la capacité d'échange cationique du sol et éventuellement déterminer la quantité de bases échangeables se trouvant dans notre sol. Donc, il y a plusieurs méthodes, notamment la consommation d'équation. Nous avons la méthode de déplacement direct, les traceurs radioactifs, mais par contre, ici, Glossoland, dans notre SOP qui est Standard Operating Procedure, on a adopté d'utiliser la méthode de déplacement par lavage, donc après lavage. C'est ça, vous pouvez télécharger ça dans le site de Glossoland. Il est là, comme M. Philippe venait de l'indiquer tout à l'heure, que l'opération sera faite d'ici peu pour effectivement rendre ça en français aussi pour tous les autres laboratoires francophones. Alors, quelle est la portée et le champ d'action de cette méthode? La procédure décrite dans cette méthode nous permet de déterminer la capacité d'échange cationique, mais aussi des bases échangeables en utilisant l'acétate d'ammonium, un normal tamponné à un pH 7. Cette méthode nous permet d'estimer des bases échangeables disponibles pour nos cultures. N'oublions pas qu'au laboratoire, nous faisons des analyses avec un objectif donné, c'est-à-dire non seulement des objectifs scientifiques que nous faisons en tant que des chercheurs, mais aussi des objectifs que nous faisons pour aider la communauté. Donc, nos résultats aident à la communauté pour les aider à avoir une idée sur leur sol. Alors, il y a un élément essentiel qu'il faut savoir, que si un sol est extrait à un pH, cela peut induire des dissolutions de composantes faiblement acides libérant de H+. Et dans ce cas ici, il y a une analyse qui s'ensuit, qu'on parle de l'acidité d'échange que l'on fait. Alors, lorsque vous êtes en train de faire aussi, il faut mettre à l'esprit, quand je fais mes analyses, je sais que cette méthode que je suis en train de faire, lorsque j'ai un sol qui est très acide, cela va permettre de subestimer le CC de votre sol, car une charge négative supplémentaire se développe sur le site d'échange que nous sommes en train de faire dans cette analyse. Mais lorsque nous sommes en train de travailler sur un sol contenant beaucoup de carbonate, en l'occurrence, ou des chips, par exemple, il y a la libération de bicarbonate de sulfate de calcium dans la solution d'acétate d'ammonium qui limite effectivement la saturation des sites d'échange. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il est toujours prudent
lors de l'utilisation de cette méthode, de connaître les types d'argile comme nous avons expliqué. Lorsque nous sommes en train de travailler sur des sols ou dominés par vermiculite ou d'autres argiles micacées, il s'est fait que les ions ammonium sont fixés entre les couches de ces argiles. Et là, il faut vraiment faire beaucoup d'attention pour ne pas commettre des erreurs pour déterminer vous risquez de donner une valeur peut-être qui ne sera pas bonne, ce qui provoque un effondrement des sites et les ions se fixes peuvent être échangés avec des ions sodium. Alors, par rapport aux bases échangeables, comme nous sommes en train de dire ici, nous déterminons, cette méthode nous permet de déterminer à la fois la capacité d'échange cassonique de notre sol, mais aussi la teneur en base échangeable des sols. Pour les bases échangeables, généralement, des sols contenant beaucoup de gypse. Les gypses, comme nous connaissons, c'est les sulfates de calcium. On dit que l'extrait d'acétate d'ammonium va nous permettre justement de déterminer les magnésiums, le sodium et le potassium. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande quantité de calcium qui se trouve dans le sol. Si on détermine ça, on risque d'avoir des résultats biaisés parce que le calcium est en excès. Il en est de même pour des sols qui sont très riches en magnésium. L'extrait d'acétate d'ammonium permet de déterminer uniquement la quantité de sodium et du potassium échangeable, puisque la teneur, comme nous avons dit, en calcium et en magnésium est affectée par excès d'ion bicarbonate. Et il en est de même pour faire beaucoup d'attention lorsqu'on est en train de travailler au laboratoire, lorsqu'on fait face, par exemple, à des sols qui venaient d'être choulés. Rapidement, vous avez un échantillon et pour le faire, il faut vraiment être prudent ou soit carrément, vous pouvez laisser pour attendre un moment déterminé afin de déterminer votre capacité d'échange cationique ou soit la teneur en base échangeable parce que la chaux que nous apportons dans le sol contient beaucoup de calcium ou bicarbonate. Et un autre problème aussi qu'on a soulevé, c'est lorsqu'on travaille avec des sols salins. Donc, ces ions qui sont généralement solubles est extrait avec des bases échangeables. Il faut toujours être prudent avec les différents types de sols que l'on fait face. Alors, quelle est la méthode ou la procédure ou le principe de cette mode opératoire? Il est d'utiliser le sol est traité avec une solution de 1 normal d'acétate d'ammonium qui est effectivement tamponnée à 1. Pourquoi nous utilisons cette solution? C'est pour nous permettre d'éliminer ou d'échanger les ions en présence qui se trouvent dans la solution du sol avec les colloïdes d'argile qui sont, pardon, nous apportons l'acétate d'ammonium qui va faire des échanges entre l'acétate d'ammonium et des ions qui sont en solution du sol ou ceux qui sont touchés tout autour du complexe argilo-humique que nous avons parlé aussi des sites de colloïdes du sol. Il y aura des échanges entre l'ion ammonium que nous avons apporté et les ions du sol, notamment le calcium, le sodium, le potassium ainsi que le magnésium. C'est ainsi en utilisant cette méthode, comme on le dit ici-bas, que cela permet de nettoyer les sites d'échange, c'est-à-dire l'ion ammonium va le remplacer en faisant les échanges avec l'acétate, l'ion ammonium faisant des échanges avec le calcium, le magnésium et tous les bases échangeables. Parce que cette procédure est très cruciale. Et ensuite, lorsque nous traitons cela, ensuite les bases échangeables, c'est-à-dire les luxurias que nous avons recueillis, peuvent directement être quantifiées dépendamment de la méthodologie expérimentale se trouvant au laboratoire. Donc, c'est-à-dire on peut utiliser avec les spectrophotomètres d'absorption ou d'émission atomique, on peut directement déterminer ça à l'aide d'un atomiseur à flamme ou plasma, accouplage inductif, ça dépend des matériaux qui sont disponibles. Ainsi, les sédiments, effectivement, là, en bas, le président va développer beaucoup sur ce qui concerne l'analyse. Donc, les sédiments dans des échantillons de sol être éliminés par lavage. On utilise généralement l'alcool pour essayer de laver l'excès de l'ion hydronium, pardon, de l'ion ammonium qui a été utilisé pour échanger effectivement avec des bases échangeables. Et quels sont les différents matériels qui peuvent nous permettre pour
au laboratoire que nous avons besoin pour déterminer ces deux paramètres, les bases échangeables ainsi que les CC. Nous aurons besoin d'un agitateur réciproque, balance de précision pour effectivement les peser. Nous avons besoin de centrifugés, distributeurs, entonnoirs qui vont nous permettre de filtrer après avoir lavé et continuer l'opération 2 ou 3 fois. Nous avons besoin de fioles qui vont nous permettre de recueillir notamment qui va nous permettre de recueillir la quantité d'acétate d'ammonium qui va être après filtration. On a un pH mètre. Souvenez-vous que nous avons dit la solution est tamponnée à pH 7. Nous devons être sûrs exactement que le pH est à 7. Nous avons des tubes qui vont nous permettre la centrifugation des birettes, des unités de distillation, parce qu'à la fin, pour déterminer le CC, nous devons passer par la distillation en utilisant le dispositif Kedal et bien autre. En même temps, nous avons, du côté des matériels, nous avons aussi besoin de réactifs pour déterminer, comme vous êtes en train de voir, autour de 14 réactifs que nous aurons besoin. Effectivement, ce document sera mis à la disposition que vous pouvez lire en termes de temps. Et en ce qui concerne les normes de sécurité, il faut vraiment être très prudent au laboratoire lorsque vous êtes en train de manipuler parce que les sels métalliques utilisés dans cette procédure sont extrêmement corrosifs. Il faut vraiment, en cas d'inhalation, il faut vraiment se protéger. Il en est également d'utiliser des vêtements convenables ou des protections de laboratoire qui sont actuellement à la portée de tout le monde. Mais aussi, il y a des risques chimiques qu'il faut tenir compte des échantillons. Par exemple, des réactifs que nous utilisons, par exemple l'acide chlorhydrique, l'hydroxyde de sodium, l'acide sulfurique concentré, on demande au laboratoire vraiment de faire tout pour utiliser ça sous Sorbonne. Et il y a également il faut neutraliser les acides inversement le bicarbonate d'huile. Dans les solutions, il y a l'alcool qui est inflammable. Et quand nous utilisons ça, nous devons être prudents avec le feu. Il y a l'acétate d'ammonium qui est corrosif et autres. Et cette partie, c'est très important au laboratoire. Quand nous recevons nos échantillons, parfois, nos analyses sont biaisées. C'est parce que nous traitons mal notre échantillon. Si l'échantillon est très mal traité, rassurez-vous que la suite de votre analyse ne sera pas bonne. Ce qui est très important, lorsque nous réceptionnons les échantillons, nous devons être sûrs que nous débarrassons, généralement comme nous disons dans notre laboratoire, on doit être capable de débarrasser notre échantillon de sol avec tous les corps étrangers, c'est-à-dire les cailloux, des fragments de plantes, et nous devons bien broyer cela afin d'obtenir au moins un échantillon avec au moins un échantillon et nous allons tamiser ça pour avoir un échantillon de 2 mm. Il faut les sécher à l'air libre, ça dépend, ou soit vous les séchez à l'aide de l'étui à 40 degrés pendant 24 heures. Et ainsi de suite, la méthode sur la préparation. Si vous avez vraiment besoin d'apprendre aussi davantage, dans le site de Glossoland qui est mis là, vous avez trouvé il y a vraiment un document qui nous permet de savoir comment bien préparer un échantillon au laboratoire. Ainsi, je vous remercie. Je passe la parole au président qui va poursuivre avec la deuxième étape. Merci beaucoup, Jancy. Là, nous sommes heureux de dire que la relève est assurée avec Jancy, vraiment. OK, Merci beaucoup. voilà. C'est vraiment bien fait. Voilà. Comme Jancy l'a dit, nous avons les documents du mode opératoire de Glossoland, c'est-à-dire le SOP qui sera bientôt disponible en français. Il y a un message de Philippot qui nous dit qu'il y a le site où on peut le télécharger, n'est-ce pas? Voilà. Ce que je dirais, en fait, le complexe argilo-humique, comme Jancy l'a expliqué, présente des sites sur lesquels se fixent les cations et dans la solution du sol, il y a un échange qui s'effectue de temps en temps, raison pour laquelle on l'appelle un site d'échange, d'où la capacité d'échange cationique est évaluée pour nous permettre d'évaluer la fertilité des sols en fonction, bien sûr, de la capacité qu'un sol a d'absorber des échantillons et de le mettre des cations pour les mettre à la disposition des plantes. Et s'il y a besoin de cholage a bien été expliqué aussi, c'est la CSC qui nous dicte comment le faire. Nous allons continuer avec le mode opératoire du Glossoland. La page suivante, s'il vous plaît, Jancy. La procédure
Voilà. On pèse, pour, pour cette méthode, on pèse 5 grammes, mais ça peut aller jusqu'à 10 grammes. En fait, ça varie en fonction de la qualité du sol en matière organique. Nous avons déjà dit que le complexe argilo-humique est plus, les sites d'échange sont plus importants en fonction de la disponibilité en matière organique, c'est-à-dire l'humus ou de l'argile. Donc, plus le sol est riche en matière organique, moins le sol comprend. Voilà. Donc, ici, la moyenne, c'est de prendre 5 grammes, tamisé à 0,2 mm à 2 mm, n'est-ce pas? Et l'insérer dans un tube d'extraction de 50 millilitres. Nous sommes en train de chercher la qualité, raison pour laquelle nous accompagnons cette méthode avec ce qu'on appelle le contrôle de qualité interne, d'où il est préconisé d'inclure un échantillon de référence accompagnant chaque lot d'analyse et un échantillon blanc. Un échantillon blanc, nous avons l'habitude de l'utiliser dans nos activités au laboratoire. Une fois que le sol est pesé et pris, on ajoute 33 millilitres d'acétate d'ammonium de normalité 1 à pH 7. Là aussi, Jancy l'a bien expliqué, il y a un certain niveau de pH qu'il faut respecter pour pouvoir faire les analyses. Donc, on se situe à pH 7, neutre, agité vigoureusement avec un agitateur à réciproque, centrifuger et filtrer le surnageant, bien sûr, dans une fiole jaugée de capacité 100 millilitres. Donc, on a souligné les bleus là pour qu'on puisse les serrer avec vous. Il faut modifier ainsi pour mettre à capacité 100 millilitres là où il y a les bleus là. Voilà. Quand on le met en le filtrant, bien sûr, avec un filtre de bonne qualité, notamment c'est le 42 qu'on utilise. OK. Répétez les étapes 2 à 3. En fait, je parle des étapes d'en haut là, où on ajoute les 33 millilitres d'acétate d'ammonium, on agite, on prend le surnageant. Donc, c'est ça, j'ai dit, répéter jusqu'à 3 fois. Si on répète jusqu'à 3 fois, on aura combien comme quantité? 33 millilitres fois 3, ce qui nous donne autour de 99 millilitres. Donc, et, étant donné que nous utilisons un conteneur de capacité 100 millilitres, on va compléter avec l'acide d'ammonium jusqu'à la marque de 100 millilitres. Maintenant, on mélange très bien et on le met de côté. L'échantillon de sol est toujours là. On va l'utiliser pour une autre étape. Donc, l'acétate d'ammonium qui a passé par le sol aussi sera conservé à part, soit dans un réfrigérateur ou un endroit où on peut bien le protéger pour la suite de notre procédure. La page suivante, s'il vous plaît. La page suivante. Ouais. Jancy, tu me reçois? Oui, oui, je vous reçois. Voilà. J'ai déjà. OK. Donc, le Lixivia, là, qu'on a gardé dans le récipient de 100 millilitres, n'est-ce pas, nous servira pour analyser les 4 bases échangeables, à savoir le calcium, le magnésium, le potassium, le sodium, par flamme d'absorption atomique. N'est-ce pas? C'est bien faisable. Ou bien, si on a la spectrophotométrie à plasma aussi, on l'utilise. Mais il faut respecter les guides du fabricant, c'est-à-dire les, les rayons, ou je dirais la longueur d'onde. Vous voyez, pour le calcium, nous avons c'est 422,7 nanomètres. Pour le magnésium, c'est 285,2 nanomètres. Le sodium, 589. Et le potassium, 766,5 nanomètres, en fonction de la recommandation du fabricant de l'appareil.
Voilà. Le CAD plus et le magnésium sont mesurés sur des extraits dilués, c'est-à-dire à partir de l'Ixivia pris. Avant de les mesurer, il y a une recommandation de dilution, tandis que les extraits d'analyse de sodium et de potassium ne sont dilués que s'ils dépassent les limites parce qu'il y a des gammes. OK. Et pour les placements, les longueurs d'onde appropriées sont pour le calcium 430 nanomètres et le magnésium 285,2 nanomètres, le sodium 588,96 et le potassium 766,49 nanomètres. Donc, il est suggéré d'utiliser une flamme AA, c'est-à-dire flamme à absorption, le spectrophotomètre à flamme, absorption atomique, c'est ça que l'on veut dire. Ou bien, l'autre option, un ICP OES, n'est-ce pas? Euh, la spectrophotométrie d'émission optique à placement à couplage inductif, c'est ça. D'autres laboratoires en ont, d'autres n'en ont pas. Donc, c'est en fonction de la disponibilité. Par exemple, nous, dans notre laboratoire, c'est les AA, c'est la spectrophotométrie à flamme. OK. Donc, je disais tantôt qu'il y a des gammes. Et les gammes nous sont données dans le tableau 1 qui est inclus dans cette présentation. On peut aller au tableau pour regarder les gammes et revenir, n'est-ce pas? Si tu peux aller au tableau, revenir, c'est plus en bas. Il faut défiler. Oui, continue. Voilà. Les gammes sont là. Mais pas de panique. Comme le document sera distribué à tout le monde, nous avons le protocole qui est disponible en anglais pour le moment. Nous allons tenter de le traduire en français pour le mettre à la disposition de tout le monde. OK. Donc, il faut revenir au tableau de la procédure. Voilà. Nous avons parlé de la détermination avec le lexivia reçu et nous avons parlé de la détermination de nos 4 bases échangeables. OK. Par la suite, pour la détermination de la CEC, les sédiments après extraction du lexivia passés à la procédure, on passe à une autre procédure, on continue. Excusez. Pour déplacer les ions ammonium adsorbés, placer les sédiments dans l'appareil de lixiviation et ajouter 50 ml d'éthanol à 95-96%. C'est-à-dire les résidus qui ont été lavés pour avoir à analyser les 4 bases échangeables, c'est ce résidu qui maintenant sera traité de la sorte. Donc, il sera une fois de plus lavé avec 50 ml d'azote à 95-96%. Là aussi, la procédure, c'est-à-dire le lavage, sera répété 3 fois pour aboutir à une certaine quantité, n'est-ce pas? Jusqu'à aussi 100 millilitres. D'abord, il faut transférer l'échantillon dans un tube à centrifuge propre ou dans un récipient à agitation, puis ajouter 33 millilitres d'une solution de NaCl à 10% et agiter pendant 15 minutes. Donc, en les répétant 3 fois, nous aurons autour de 100 millilitres, comme ça a été expliqué auparavant avec le premier traitement. Là aussi, il faut remplir jusqu'à la marque de 100 millilitres de NaCl et bien mélangé. OK. Maintenant, la suite. OK. Transférer 50 millilitres d'extrait à l'icote de NaCl. Donc, il s'agit de sous-échantillonner dans ce qu'on a de NaCl dans le tube de distillation et connecter à une unité de distillation. La distillation normale. OK. Après avoir retiré, ajouter avec précaution 10 millilitres d'hydroxyde de sodium
et de l'eau distillée. Et tout ça après avoir installé les percepteurs d'acide bourrique avec 25 ml dans un flacon Erlenmeyer et placé si l'instrument n'a pas d'ajout automatique de réactif en place. Donc, tirer et titrer le distillat avec de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique à 0,1 N jusqu'au point final de l'indicateur. OK. Après avoir fait toutes ces procédures, nous avons assez d'éléments pour passer aux différents calculs. Passez aux étapes suivantes, s'il vous plaît. Après le tableau, là, normalement, il y a les calculs qui vont suivre. Oh, on a écrit calculation. Excusez-nous, ce n'est pas calculation, hein. C'est... En fait, ça a été écrit en anglais par nos prédécesseurs qui étaient des anglophones. On a essayé de les traduire en français pour les collègues francophones. Donc, c'est les calculs et non pas calculation. Tu peux corriger ça, Yancy, ou bien on laisse à la fin, on corrige les calculs. Voilà. Donc, on va commencer. Le poids, vous vous souvenez, c'était 5 grammes. L'extrait, c'était 100 millilitres et la liquide, 50 millilitres. L'extrait pour les bases échangeables, on a pris 100 millilitres de la manière pour le deuxième lavage. La liquide, c'est 50 millilitres et la concentration de l'acide chlorhydrique 0,01 N. Voilà. Donc, la CEC en centimole par kilogramme, la EC, là, veut dire tout simplement charge. On peut la lever, hein, centimole par kilogramme ou milli-équivalent par 100 grammes de sol. Donc, le titra utilisé de l'acide chlorhydrique pour l'échantillon, moins pour le blanc. Vous vous souvenez, on a inséré un blanc au tout début. Donc, ce qu'on a obtenu en titrant le sol, moins ce qu'on a obtenu en titrant le blanc. Entre parenthèses, que l'on multiplie par la concentration de HCl qui est de 0,01 N, multiplié par 100 sur 5, c'est-à-dire le poids, fois 100 sur 50, la liquide. On a notre CEC. On peut, l'avantage, vous voyez, ça peut nous permettre aussi de calculer pour les bases échangeables. Donc, il faut aller à la page suivante, s'il vous plaît, M. Jancy. OK. Pour le calcium en centimole, vous voyez les charges positives par kilogramme de sol. C'est la concentration de l'échantillon en milligrammes moins la concentration du blanc en milligrammes par litre, désolé, en milligrammes par litre, fois 100 sur 1000, fois 1000 sur 5, fois 2 sur 40,08, fois 1 sur 10. Il y a un facteur de dilution. Le magnésium se calcule de la même manière, mais avec des petites variations. Concentration du blanc, concentration de l'échantillon, c'est ça la variation, moins la concentration du blanc, fois 100 sur 1000, fois 1000 sur 5, fois 2 sur 24,31, fois 1 sur 10, fois facteur de dilution. Le sodium, en centimole aussi par kilogramme de sol, égale à la concentration de l'échantillon en milligrammes par litre, moins la concentration du blanc en milligrammes par litre, fois 100 sur 1000, fois 1 sur 10, fois 1 sur 22,99, fois 1000 sur 5, fois facteur de dilution. Le potassium aussi, concentration de l'échantillon, moins concentration du blanc, fois 100 sur 1000, fois 1 sur 10, fois 1 sur 39,098, fois 1000 sur 5, fois facteur de dilution. Et la saturation des bases, elle est donnée par 100, voilà, fois le calcium échangeable. En fait, les bases échangeables, le tout divisé par la CEC. C'est même une autre méthode qui nous permet, une fois, par exemple, si on a la possibilité d'avoir la saturation des bases, d'avoir la CEC. Mais là, c'est le contraire. C'est l'avantage de du SOP de Glossoland. Donc, il y a un petit tableau qui nous donne comment faire la conversion. Et ça, c'est les auteurs qui ont été très stratèges pour nous donner ça, pour faciliter les travaux. Maintenant, on peut aller à l'assurance qualité contrôle.
la page suivante, oui. Euh, il faut faire des tests de précision. Donc, il faut effectuer une analyse, c'est important. Répéter sur un échantillon tous les 10 ou 20. C'est-à-dire, après chaque 10 échantillons ou 20 échantillons, on ne sait pas, peut-être par mégarde, on a eu à faire des manipulations qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut répéter les analyses faites sur les échantillons suivants avant de s'assurer qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a toujours notre échantillon de référence qui fait partie, qui nous dit si réellement nous sommes en train de faire de bonnes mesures. On peut aussi calculer le pourcentage d'écart type. Si vous vous souvenez, à Dakar, Christian Hartmann nous en a parlé. Pour déterminer si l'analyse répétée est hors de contrôle. Les tests de précision aussi, là déjà, Glossoland a ce qu'on appelle le PT, Proficiency Testing, n'est-ce pas? Qui nous permet entre laboratoires d'envoyer chacun son échantillon de sol afin, du moins, les résultats d'analyse de certains échantillons de sol connus afin de voir jusqu'à quel niveau les laboratoires sont en train de, de, de se conformer. Oui, oui, c'est... La suite maintenant, la suite, la page suivante, tableau de contrôle qualité, toujours analyser au moins un double de l'échantillon de contrôle. C'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter à un seul échantillon, selon toujours ce que les agents de contrôle qualité nous conseillent ou nous recommandent. On peut ajouter un autre échantillon, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'arrêter à un seul échantillon de référence, on peut avoir un double, un deuxième. OK. Tracer les résultats sous forme de graphes de contrôle. Voilà, pour ceux qui sont assidus, réguliers avec les échantillons de référence, on peut tracer une courbe pour voir jusqu'à quel niveau nos échantillons vont s'écarter du bon résultat. Oui, oui. Je pense que voilà, la présentation se finit ici avec les références, mais les discussions vont sûrement continuer pour nous permettre d'avoir beaucoup plus d'éclaircissements. Merci pour votre attention. Et à partir d'ici, je laisserai la parole à Filippo pour nous donner ses impressions et éventuellement nous poser des questions par rapport à ce qu'on a présenté. Merci à tous. Filippo, vous avez la parole. Merci encore, Moussafa, merci encore, Jancy. Mais c'est vraiment très, très fort parce que vous avez en fait fait une bonne présentation et je vous remercie pour partager votre expérience sur la détermination de ces paramètres. Je pense que la présentation était bien faite, expliquait beaucoup de choses, mais maintenant il y a la possibilité d'avoir des questions de participants, des participants. Donc il y a trois mains levées. Je pense qu'il y a donc trois questions. J'ai vu Rolf, Makiba, Amusu et Katambu. On va commencer avec Rolf parce que c'est la première qui a levé la main. Donc, Rolf, tu peux parler si tu veux. Les autres aussi, vous pouvez écrire dans les chats s'il y a des questions, ou vous pouvez lever la main. Euh, Rolf, tu as la parole. Vous avez la parole? Oui. Rolf? Oui, Oui. vous m'écoutez? Oui, oui, très bien, merci. Bonjour Ouais. à tous. Je t'entends Bonjour. pas. Tu peux commencer, Rolf, en tant qu'enfant? M'écoutez Pas bien, mais on peut prouver encore. déjà content d'être avec vous aujourd'hui. Et- et puis, merci encore pour
Là, vous m'entendez bien? Non? Oui, c'est mieux Allô? maintenant. Vous m'écoutez? Oui, 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 Ouais, ouais, ça va. enfin, oui. Oui, donc je disais merci. Merci déjà et c'est pour moi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est l'influence de la nature des minéraux argileux sur la capacité d'échange cationique? Par exemple, lorsqu'on a des minéraux de type 1,1, de type kaolinite, ou des minéraux argileux de type 2,1, smectite, vermiculite, les chlorites. Quelle peut être l'influence du type de minéraux argileux sur la capacité d'échange cationique? Merci. Merci à toi, Rolf, pour la question. Je ne sais pas si c'est Jancy ou Moustapha ou les deux qui veulent répondre. Merci, monsieur Rolf. C'est un plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps avec ta maladie là. Ouais. On te souhaite un bon rétablissement. Ta question, en fait, c'est pourtant simple. Tu sais, les kaolinites, vermiculite, montmorillonite, en grosso modo, les argiles contribuent en offrant les sites d'échange Ouais. avec, avec leur charge, n'est-ce pas? Et les Oui. cations là, qui viennent s'agripper au complexe argilo-humique sont des cations, ils sont positifs. Donc, ça a besoin d'un site à charge négative pour venir s'agripper. Donc, les kaolinites ou montmorillonites contribueront en fonction de la surface qu'ils offrent. Et je sais que les silicones présents dans les kaolinites est moins par rapport aux silicones contenus dans les autres en fonction de leur euh, disposition. Donc, il faut regarder les structures de toutes ces argiles pour voir laquelle des structures offre la possibilité de substituer un de ces éléments pour avoir à augmenter sa charge négative, laquelle sera alors beaucoup plus propice à augmenter la capacité d'échange cationique, d'où son effet. Si c'est un effet négatif, alors c'est la tendance vers l'argile qui a moins de possibilités d'offrir des sites négatifs pour que les cations s'agrippent. Si c'est la tendance positive, c'est l'inverse, c'est-à-dire offre de possibilités d'agripper beaucoup plus de cations. En fait, c'est les charges. Et les différences de charges dans ces différentes argiles, c'est tout simplement euh, les, 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 les sites qui se créent généralement par substitution du fait des réactions chimiques intervenant dans le sol avec nature très complexe. Et si on tente d'expliquer ici, ça nous prendra beaucoup de temps, mais sommairement, on peut retenir ça. Voilà, j'espère que ça a pris en compte. Ça a pris en... Bien, je ne sais pas si Jancy voudrait parler encore. Ou- Rolf, c'est bon pour toi la réponse de Moustapha? Je ne vous entends pas, donc je pense oui. On va donner la parole à la deuxième question. C'est de Amoussou Claude. Euh, Amoussou Claude Canipo. Et vous pouvez parler en fait. Amoussou, tu es là? Amoussou, tu peux parler en fait. Toi à la main. Est-ce que vous avez une question partagée? Sinon, je vais avec la prochaine main que je Oui, vois. allô. Ah oui, oui, Amoussou, c'est là. Ok, parfait. On te peut Ok, entendre. merci. Bonjour, Merci à monsieur toi. Philippot. Bonjour à toi. Bonjour, Jessie. Et bonjour, Bonjour. professeur. Je crois il y a un bon moment qu'on s'est croisés à Dakar euh, pour la formation l'année passée. Et donc, j'ai eu l'opportunité cette fois-ci d'avoir la connexion. J'ai été obligé de me déplacer un peu pour pouvoir bénéficier de la connexion, d'une connexion de qualité. Et j'ai suivi donc les exposés.
Et au passage, je voudrais vraiment remercier les uns et les autres pour le travail abattu et, et préciser que notre laboratoire, depuis lors, n'a que cette méthode qui était utilisée. Et je voudrais tout simplement faire remarquer que pour les masses de prise d'échantillons, les masses de prise et les volumes, nous avons essayé, entre-temps, avec l'expérience, d'apporter quelques modifications, telles que, par exemple, pour la prise, nous prenons 2,5 grammes de sol tamisé à 2 millilitres, à 2 millimètres. Et pour les volumes, nous en étions maintenant au 100. Et je crois pour les dilutions, c'est surtout au niveau des dilutions que je voudrais partager et, notre expérience un peu avec tout le monde. Et, puisque nous avons l'absorption atomique, et la flamme, la méthode flamme de l'absorption atomique, et pour pouvoir doser le calcium et le magnésium, il y a de l'antane que nous ajoutons à l'extrait. Donc, on utilise le lantane pour faire la dilution. Et les quantités autres pourront être partagées après. Alors que pour le potassium et le sodium, nous utilisons donc du chlorure de césium. Et justement, si nous arrivons, lorsque nous décidons de faire, par exemple, par émission, là, on n'utilise pas le chlorure de césium. Et de l'autre côté aussi, on n'utilise pas le lantane. Seulement que pour l'émission, en ce qui concerne l'absorption atomique, il va falloir utiliser comme gaz pour le calcium, particulièrement euh, du, du protoxyde d'azote qui coûte un peu cher à mélanger avec l'acétylène. Alors que si on utilisait le lantane, on n'avait plus besoin d'utiliser le protoxyde d'azote, mais on utilise tout simplement l'air qu'on mélange à l'acétylène. Donc voilà un peu ce que j'avais à apporter comme précision par rapport à ce que nous faisons chez nous. Merci. Merci, merci infiniment. Sincèrement, je suis content que vous ayez partagé votre expérience là parce que vous avez effectivement raison hein, par rapport à la prise. On peut aller de 2,5 jusqu'à 10, je l'ai dit, c'est en fonction de la richesse du sol en matière organique. Et vous utilisez la flamme comme nous, absorption atomique. Maintenant, franchement, avec les résultats que vous avez obtenus, moi, ce que je recommanderais, c'est que vous participiez davantage au, au Proficiency Oui, Testing, pour davantage édifier les gens sur les exercices et les modifications que vous avez apportées. Parce que vous trouverez des bons résultats qui vont coïncider avec les résultats des Proficiency Testing. Et plus vous vous approchez de la réalité, plus on sent que les modifications que vous apportez à ces SOP est positive, elle est bonne. Ce qui fait que l'objectif pour nous, l'harmonisation, est en train d'être adopté par les grands nombres. Franchement, je vous félicite et merci beaucoup pour cette contribution. Merci bien. c'est moi. Bien, merci. Merci encore. Merci à Moussou. Il y a des autres membres. J'ai vu William Meslini. Vous pouvez parler en fait? Est-ce que vous avez une question? Bonjour. Bonjour, William. Bonjour à toi. Tout d'abord, merci à tout le monde. Merci pour cette opportunité, surtout pour les jeunes chercheurs, les étudiants et tout. Donc, je me présente, je suis Meslini M, je suis étudiante thésard en thèse de l'Université Tunis Le Manar. J'ai une question concernant le protocole d'analyse de capacité d'échange cationique parce que donc inclus dans mon projet de thèse. Donc ma question est, vous pensez que on peut faire ce protocole, ces procédures pour des sols qui sont amendés avec phosphogypse, par exemple, ou amendés avec matière organique ou d'autres types de produits. Donc, est-ce que
on peut appliquer même, le même procédure, le même protocole pour des sols amendés. Je peux préciser, par exemple, parce que je travaille maintenant avec des sols qui sont amendés avec le phosphogypse tunisien. Donc, est-ce que je peux faire le même protocole pour ces types de sols ou non? Ok, merci bien. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Le protocole, c'est fait pour faire des analyses des sols et déterminer des paramètres, à savoir ici la CEC. En fonction de votre objectif, bien sûr, vous voulez évaluer quoi, vous voulez atteindre quoi. L'objectif pour vous, c'est de sortir un résultat sur la CEC. Et quel qu'en soit le type de sol, ça aboutira à un résultat et vous serez en mesure de faire une comparaison. Ouais, ouais. Nous vous encourageons et ça va nous aider aussi à voir la portée, n'est-ce pas, l'effet que ça fera sur des sols à différentes variables. Oui, oui. N'oubliez pas aussi par rapport au sol, à l'amendement sur la matière organique, nous en avons parlé, le complexe argilo-humique s'augmente en fonction de la disponibilité en matière organique d'un sol et de son argile. Là, vous dites que vous avez amendé avec de la matière organique. Sûrement que vous attendrez à voir une certaine variation de votre CEC et sûrement notre mode opératoire vous aidera à découvrir cela. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, Ms. Lini. Il y a une autre question de Katambu, Kapuyana, Kapubaya, Kabuyaya, sorry. Pardon. Une question de Katambu. Je pense que vous pouvez parler maintenant. Katambu, tu es là? Oui, je suis là. Parfait. Je suis Bonjour. là. Merci beaucoup, Bénédicte Detti. Merci beaucoup. Et merci à tous les participants. Et je salue vraiment Abdourahmane et Jancy par leur présentation qui est très édifiante. Je voulais juste parler des questions et trois observations. La première question, et je l'ai dit parce que j'ai aimé tout ce que Jancy avait parlé, parce qu'il a bien précisé concernant les argiles et tous les facteurs qu'il pouvait influencer dans les analyses de la capacité des champs cationiques. Hein. Alors, je voulais savoir si, quel, Katambu, on t'entend pas. Tu es là? Tu peux pas écouter la question. Tu veux parler? Katambu? Allô? Allô, Katambu? Ah, désolé, je pense qu'il y a un problème de connexion avec Katambu. On va attendre la connexion de Katambu. Je vois qu'il y a aussi le président de Freelab là avec nous. I see also the Lesego is here. Hello, Lesego. Euh, il y a une autre question de Alaska et Kuya. Alaska, tu peux parler? oui, je voulais, Ah, ok, Katambu, ok, ouais, tu es là, ok. Katambu, tu peux commencer avec la question et après Alaska. je disais, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver si on n'analyse pas les sols avec l'acétate d'ammonium plutôt qu'on utilise les KCl? Les KCl, qu'est-ce qui peut arriver sur les sols acides? Qu'est-ce qui peut arriver? Et puis, je vois que la méthode d'acétate d'ammonium est un peu très économique. Hein? Très économique ici, liant des déplacements avec l'alcool et l'alcool 3 fois lavé, c'est très économique. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode à contourner cela? Il n'y a pas une autre façon de contourner parce que nous, vraiment, on trouve qu'on dépense beaucoup en utilisant beaucoup d'alcool si on a un grand nombre d'échantillons de sol. Enfin,
s'il n'y a pas de centrifugeuse, s'il n'y a pas de centrifugeuse, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas de centrifugeuse, de faire la capacité d'échange cationique? C'est juste ces trois préoccupations que j'avais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour ces trois questions. La première, vous dites, c'est qu'est-ce qui arriverait si on utilise du KCl, c'est ça, au lieu de NaCl? Ouais, ouais, ouais. Hmm. Bon, ce qu'il faut voir, est-ce que le KCl sera à mesure d'être dissocié et de se fixer un élément sur le site d'échange du sol, comme on le souhaite. C'est ça qu'il faut voir. Donc, de préférence, mieux vaut utiliser votre NaCl, n'est-ce pas, selon la procédure, parce que pour besoin d'harmonisation, ces protocoles à utiliser pas moins des protocoles de 50 laboratoires qu'on a tamisés après avoir fait de longues euh, considérations. L'auteur même de ce protocole est là. C'est ça qu'il faut bien d'appeler les Ogo, la présidente de Afrilab. Elle fait partie de ceux qui ont rédigé ce protocole. Donc, moi, je vous préconiserai, surtout pour des raisons de sécurité, de respecter seulement la solution de NaCl parce qu'en se dissociant, ça peut donner autre chose et qui sera fixé par le sol. Vous risquez de ne pas mesurer votre CEC en fonction de si vous apportez un changement. Maintenant, la centrifugeuse, ça nous permet de décanter à un niveau très avancé, la centrifugeuse, c'est ça que vous utilisez. Maintenant, vous parlez peut-être d'alternatives si la personne n'a pas de Moussafa? centrifugeuse. C'est ça, non? Donc, il peut nous permettre oui, vous me recevez? Oui, il Allô? était un peu de silence, mais maintenant, oui, on t'entend très bien. Voilà, je parlais de la centrifugeuse. Si vous n'êtes pas à mesure, bon, pour les laboratoires qui n'ont pas de centrifugeuse, bien sûr, on peut, j'ai dit, attenter d'autres méthodes, fait maison, qu'on peut fabriquer nous-mêmes pour nous permettre de décanter. En fait, c'est des décantations. Si vous pouvez attendre longtemps, fixer votre échantillon jusqu'à ce que ça décante, ça atteint un certain niveau, l'objectif, c'est ça, en fait. C'est la décantation. C'est ça le rôle de la centrifugeuse. Maintenant, avec vos techniciens, on peut attenter plusieurs stratégies hein, pour, pour arriver à la décantation. C'est ça que je vous proposerai. Oui, je ne suis pas dans la fabrication de la centrifugeuse, mais je voudrais que l'idéal, c'est d'atteindre un bon niveau de décantation. J'ai répondu à deux questions. La troisième question, c'est quoi, s'il vous plaît? Je- Katambo? Je disais que, oui, je disais Ouais. que on voit que avec l'alcool, hein, Ouais. l'alcool, avec beaucoup d'échantillons, on dépense beaucoup l'alcool et l'alcool coûte cher dans notre Ah, côté, à l'est du ok, Congo. ok. Oui, Ok. oui, oui, Ah, oui. d'accord, Qu'est-ce d'accord. qui peut arriver si, quel est le moyen alternatif, hein, alternatif pour faire ça? Ok, pour contourner l'alcool, n'est-ce pas? Comme ça coûte cher, c'est ça? Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de labos n'ont pas le moyen de s'offrir certains réactifs. Donc là, vous venez nous soulever un souci. Nous sommes dans un réseau où on cherche à alléger la situation, aider les laboratoires à atteindre un certain niveau de perfectionnement. Je mettrai ça dans ma note. Filippo est là, il est le coordinateur, je suis le président de Glossoland. On discutera de cela avec les auteurs de ceux qui ont écrit ce mode opératoire, voir si on peut chercher des alternatives, quelle manière pour aider les laboratoires à contourner oui, les réactifs coûteux. Voilà, c'est ça que je voudrais pour le moment. Donc, essayez d'être en contact avec nous. Vous êtes inscrit au Glossoland?
nous sommes inscrits au Glossland depuis l'année passée, depuis les mois passés. J'espère que vous nous avez envoyé les certificats d'enregistrement. Nous Ok, sommes les laboratoires de pédologie et microbiologie de l'INERA Molungu, ok, gérés par ok. le professeur Landry Chizungu. Voilà. Donc, vous avez l'adresse mail de Philippot, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, voilà. Essayez de nous contacter à travers Philippot dans quelques jours. Comme ça, nous vous dirons ce que nous allons discuter, surtout avec les auteurs de ce mode opératoire, voir de quelle manière on va contourner ça. D'accord? Merci Euh, beaucoup, Abdurrahman. voilà. Merci pour votre contribution. Ouais, ouais. Voilà. Merci, Boudrama, merci, Katambo. En fait, je remercie Katambo et les autres participants qui ont donné les questions parce que, en fait, l'une des choses que nous aimerions faire est d'élargir un peu les champs d'application des protocoles de Glossolan. Et en fait, on peut faire ça avec vous, avec les auteurs, on peut réviser les protocoles, on peut faire des nouveaux protocoles sur d'autres choses. Et oui, Katambo, tu peux contacter moi chaque fois que tu veux. En fait, je demande aussi à Mustapha et à Jancy de bien mettre votre email, votre courriel dans le chat. Donc, tout le monde peut écrire vous s'il y a des questions sur les protocoles, sur la présentation. Si c'est possible pour vous, Jancy Aboudraman et Mustapha, mettre votre courriel dans les chats. Je crois qu'il y a une autre question chez il était là, Alaska et Kuya. Est-ce que tu as une question? Il y a une question de Alaska? Oui, Alaska, c'est à toi. Tu peux parler en fait. Oui, Alaska. Ah, merci, Jancy et Moustapha de mettre votre email dans les chats. Donc, tout le monde peut écrivez-vous. Merci encore. Euh, il y a une question d'Alaska. Alaska et Kuya, tu m'entends? Filippo, Oui, vous m'entendez? oui, oui. Donc, il y a un participant potentiel qui aimerait fournir beaucoup plus de précision sur sa question par rapport à l'utilisation du Mhm. KCL. Oh, oui. Clarisse, je pense que vous pouvez parler directement pour expliquer cela. Oui, Clarisse du... Clarisse, maintenant, ok, j'ai donné la parole. Ok, Clarisse, tu peux parler? En fait, et maintenant, dans dans les panélistes, oui. Clarisse, oui. Bonjour. Tu peux ouvrir les micros, le microphone. Oui, Clarisse. Oui, Ah, bonjour. bonjour, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Par rapport à la question de l'extraction avec le KCl, on évite cette méthode parce que le KCl contient du potassium qui peut biaiser les résultats lors de l'analyse des cations. Et aussi, des cations comme les cations, Ah, le je pense potassium que, se comporte de la magnésium. oui, il y a des problèmes de Allô? connexion, je pense. Mais est-ce qu'il est possible de répéter une autre fois? Pardon, Clarisse. Bon, je disais que tantôt que on évite l'extraction avec le KCl parce que le KCl contient déjà du potassium. Or, lors du dosage des cations, ça va biaiser les résultats. Aussi, le potassium se comporte de la même manière que d'autres cations divalents, à l'instar du calcium et magnésium. Leur interférence avec des particules de sol peut être différente et ça peut également fausser les résultats. Bien, merci. C'est vrai, en fait. Donc, c'était ça que je voulais, la petite contribution que je voulais apporter. Non, merci beaucoup pour la contribution, en fait. C'est clair. Je pense que ça, c'est très important aussi pour Katambo et les autres personnes qui ont posé des questions. Euh, il y a des questions
Moustapha Maman Mounirou, tu peux ouvrir le microphone et parler? Oui, maman? Ah, je pense qu'il a des problèmes avec les... Alors, bonjour tout le Oh monde. oui, c'est bien. Moi, c'est Mustafa Mounirou, chargé de recherche à l'Université Abdou Moumouni. Maintenant, je suis le responsable du laboratoire fertilité de sol. Donc, notre labo était un labo de référence dans les années 80, 90, 2000. Mais malheureusement, avec euh, euh, la disparition de certains responsables. Donc, les labos étaient tombés en panne. Et les techniciens n'ont pas pu gérer le labo convenablement. Maintenant, l'université a jugé utile de nous recruter pour relever les défis. Donc, je lance un appel au Glossolan pour qu'il nous accompagne pour relever les défis ensemble, pour que ce labo reprenne ses activités comme il le faut. Donc, c'est à l'Institut des radioisotopes de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, dont on m'a mis en charge le responsable de ce laboratoire. Donc, c'est pour vraiment amener mes doléances auprès des partenaires pour qu'on puisse travailler ensemble. Et on est avec notre grand frère Al-Mustafa. Merci aussi à lui. Et j'invite vraiment M. Philippot et les autres qui nous écoutent pour qu'ils nous accompagnent, n'est-ce pas, pour adopter toutes les méthodologies de Glossolan dans notre laboratoire. Je n'ai pas de questions sur des champs cationiques sur le TEC, mais c'est de façon générale dont j'ai voulu vraiment intervenir. Merci infiniment et on reste disponible. Monsieur Philippot, avec votre disponibilité, j'aimerais vraiment échanger avec vous dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais c'était un moment. Je voulais savoir que vous êtes là et merci pour la contribution. Je ne sais pas si s'il y a d'autres questions. Merci encore pour toutes les personnes qui ont intervenu. Euh, Vous pouvez aussi utiliser la chat ou les box de demande et réponse, question and answer. Euh, il y a aussi le président d'Afrilab avec nous, Madame Lesego. Lesego, I don't know if you want to say hello, as you are also there. In French, in French. Lesego, c'est de Botswana, donc il n'a pas parlé beaucoup de français, mais je suis très heureux de voir qu'il est connecté avec nous aussi. So let's say go. Feel free to speak also in English or as you want, like, and then I can translate if you want. Thank you very much. It's good to be here, and I have been listening and enjoying the participation. I'm happy that you all came, and I can see that there's a high interest in discussing the SOPs. And I would like to encourage us to really go through them because the initial SOPs were based on your contributions, and the improvement of the same SOPs will depend on what you contribute to review them. And I'm so happy that you are all here. Thank you very much. Huh? Many thanks to you for even if you are connecting to the French webinar. So thanks a lot for your words, Lesego. I really appreciate. It's my Donc, pleasure. Lesego, il est très content de participer à la réunion. En fait, il remercie aussi tout le monde là pour participer. Et je pense ça, c'est un bon exemple d'activité qu'on peut faire avec Afrilab pour tout le laboratoire ensemble. Donc, merci encore, Jancy, Mustapha, merci à tous les représentants là. Il y a une question dans le chat de François Kabambi. Mustapha, Jancy, je ne sais pas si vous pouvez voir la question, c'est
François a écrit: Bonjour, j'aimerais connaître l'effet du soulage sur la CSC et les tacs de saturation. Et je sais que déjà Amosu il a écrit en réponse, mais vous pouvez aussi parler un peu plus là. Il y a une réponse qui est là disponible. Oui, Ok, vous pouvez aussi parler si vous voulez. oui, oui. Bon, sur le chômage, en fait, la CEC dicte comment, comment, comment faire les chôlages avec précision. C'est juste un outil de prise de décision, la CEC, par rapport au chôlage. N'est-ce pas? En fonction de sa valeur, il y a une grille de la CEC qui permet d'appliquer le chôlage par quantité. Certains auteurs, par exemple Collot en 1990, Collot, Colut, a donné une grille en classifiant de 0 à 12 faible, la CEC de 12 à 20 comme moyen et supérieur à 20, elle est forte. Maintenant, en fonction de cela, une certaine quantité de la chaux peut être appliquée à un certain pH. Donc, il y a tout un protocole pour ça. Je n'ai pas assez de précision là-dessus. Peut-être s'il y a un document à partager, c'est après, dans mon adresse mail, s'il peut m'écrire, je peux partager avec lui. Néanmoins, si la réponse qui est déjà donnée est satisfaisante, je pense que c'est bon, on peut prendre ça en compte. Merci beaucoup. Merci. Merci Moustapha. Merci aussi à Moussou pour répondre à la chat. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu que Wim Meslini, il a déjà encore les mains levées. Je ne sais pas s'il est la même question d'avant ou une autre question. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez... Ah, merci, Myriam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez écrire dans les chats ou lever la main. Je peux donner vous la parole. Oui, Amoussou, tu peux parler. Oui, Claude. Vous pouvez ouvrir le microphone et parler. Excusez-moi, je croyais, je parlais justement dans le vide. Bon, merci, monsieur Philippot. Et je disais que et par rapport à l'utilisation de l'alcool pour le lavage, je crois savoir que c'est nécessaire parce que l'alcool est le réactif de lavage le moins cher. Le moins cher. Ce qu'on peut peut-être faire et que nous faisons déjà ici, c'est que les quantités proposées par la procédure peuvent être réduites. Donc ici, nous, on tourne déjà autour de 20 par passage. Donc pour les trois tours, on est autour de 60, 50 ou 60 pour les trois tours. Donc ça nous permet quand même d'économiser. Au lieu d'avoir 50 fois 3, on va donc faire 20 ou bien 15 fois 3. Bon, à l'époque, on avait hérité un peu de tout ça là, de la FAO. Et puis c'est la FAO qui avait créé notre laboratoire. Et à l'époque, on faisait même après les trois tours de lavage, on faisait une vérification. On utilisait le réactif de Bury pour voir si il y a toujours trace de l'ammonium disponible. Donc là aussi, on peut l'utiliser. Et lorsque il y a toujours trace, on peut donc on peut utiliser donc ce réactif-là pour constater que le lavage est propre avant de passer à l'autre. Donc voilà un peu ce que je voulais préciser. Maintenant, par rapport à l'utilisation du KCL, que et on a trouvé que c'était un risque de contamination des cations qui sont de l'extraction des cations. Le même risque est toujours là pour le NaCl. Parce que dans les cations dosés, il y a même le sodium qui généralement, sauf dans les sols sodiques, est en quantité quand même assez faible. Donc, je voudrais partager avec les uns et les autres que ici, c'est le KCl que nous utilisons. Et il y a donc, disons, une procédure normalisée, une méthode normalisée ou acceptée par nous, qui quand même recommande le KCL. En dehors de ça, c'est vrai qu'il y a le NaCl qui va coûter moins cher parce que le KCL est
plus cher que le NaCl. Et si on peut utiliser le NaCl, ça va permettre d'économiser. Mais nous, on a comme tradition d'utiliser du KCl qui va bien. Donc, il y a pas de souci par rapport à l'utilisation du KCl pour faire l'extraction de la CEC. Merci. Merci, merci. J'ai autre chose. Oui. Je, je suis d'accord, et Monsieur Amoussou, du KCL, vous savez, Clarisse vient de nous dire que en libérant du potassium, ça peut augmenter la teneur dans le sol et ça peut amener à rater ce que nous voulons chercher dans la CEC. Oui. Mieux vous, oui, Vous pardon? permettez? Je Oui, voudrais oui, oui. préciser, je voudrais apporter une Ah, précision. En fait, d'accord. je voulais rassurer celui qui pense que l'utilisation du Oui, KCl peut oui. augmenter et la teneur de cet élément dans l'extrait. C'était plutôt ce que je voulais lui dire. Parce qu'en Ah, réalité, on extrait d'abord les bases échangeables à l'acétate voilà. d'ammonium et on lave à l'alcool avant de passer au KCl ou au NaCl. Merci. Merci Maintenant, beaucoup. je voudrais rassurer justement celui qui a parlé pour dire que, comme le cas fait partie Oui, des éléments que nous dosons, qu'il y a risque. oui, Je voudrais le rassurer que même si en utilisant le NaCl, ce risque-là n'est pas oui. écarté, puisque le Merci beaucoup. Na+ aussi fait partie des éléments que nous dosons. Il suffit d'observer des précautions et D'accord. de mettre à part les extraits Oui. qui sont destinés aux bases échangeables, Merci. avant de lancer le processus de lavage et la suite pour éviter ce risque-là. D'accord. Oui, 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 d'accord. Merci beaucoup. Et maintenant, par rapport à l'effet du chômage sur la CEC, je ne sais pas si, s'il est oui, toujours là. Il y a un petit point à ajouter, n'est-ce pas? Un tout petit point, pas grand, même oui. on peut continuer à échanger par mail. OK, si L'effet du c'est. chômage sur la CEC, en fait, c'est qu'il y a différentes formes d'amendement calcique, à part le chômage, n'est-ce pas? Ça Oui, fait une certaine transformation au sol pour atteindre une forme oxydée et ça libère du COD ou du H+. Ça, vous savez tout ça, non? oui, Au cours d'une certaine transformation, n'est-ce pas? Donc, l'oxyde de calcium, le CaO, ou l'oxyde de magnésium, à travers l'amendement dans le sol, ont pour effet de libérer les ions H+ du complexe argilo-humique pour former de l'eau et d'occuper ensuite les sites négatifs, ainsi libérer les H+, qui sont remplacés par les cations Ca2+, Mg2+, magnésium, n'est-ce pas? La CEC n'est pas modifiée, mais les taux de saturation augmentent. C'est oui. ça, en fait, l'effet. Mais pour approfondir davantage, je pense qu'il serait mieux de discuter à travers les mails pour qu'on puisse échanger des documents qui vont nous éclairer davantage, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à ajouter. Merci. Merci, merci encore. Merci, Moustapha. Clarisse, est-ce que tu veux parler? Oui, oui, merci. En parlant du KCl, c'est au niveau de l'extraction des bases échangeables, le fait de remplacer l'acétate d'ammonium par le KCl. À ce Ah, niveau-là, ça va biaiser les résultats. oui. Mais par la suite, pour la CEC, on peut utiliser le KCl. C'est ce que nous utilisons ici au laboratoire. Mhm. Donc, l'acétate d'ammonium permet une extraction plus uniforme des cations échangeables, alors qu'avec le KCl, l'extraction de tous les cations ne peut pas être efficace. Mm. Bon, au niveau de l'alcool également, nous avons trouvé un palliatif. On a réduit la quantité avec des tests parce que l'alcool, le rôle, c'est d'enlever l'excès d'acétate d'ammonium. Donc, on a réduit des doses. Et à la fin, on a testé plutôt avec le réactif de Nestlé pour voir s'il y a encore de l'acétate d'ammonium. Donc, on a réduit les doses d'alcool, les quantités d'alcool. Merci. Merci, merci à toi, Clarisse. En fait, c'est vrai. Il y a une grande question là. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient parler ou clarifier des choses? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas du tout. Euh, Claude, oui, à mon Oui, est-ce que vous avez des questions? Vous voulez parler? oui, 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 d'accord. je voudrais parler Allez, allez. plus. Merci. Au fait, je voudrais réagir par rapport
à l'amendement du sol, à l'inquiétude de la collègue qui a parlé de l'amendement du sol, qu'elle a été amenée à amender le sol et qu'elle veut, si je comprends bien la question, elle voudrait rechercher, et elle voudrait s'assurer que la méthode à l'acétate d'ammonium permet bien d'extraire dans ces conditions-là. Je voudrais tout simplement faire remarquer que l'acétate d'ammonium, c'est à pH 7. Donc, c'est un pH qui surestime légèrement l'extraction dans les sols acides, mais qui sous-estime de l'autre côté. Donc, si, je voudrais quand même lui faire remarquer qu'il y a plusieurs auteurs qui avaient travaillé sur la question, qui avaient proposé des méthodes, dont des pH 8, 8,1, 8 et quelques. Et donc, de vouloir tenir compte, si elle veut vraiment, vraiment rester dans les conditions du sol, de vouloir d'abord tenir compte du pH du sol pour pouvoir choisir la méthode. Comme ça, il ne risquerait pas de tomber dans l'un ou l'autre des deux travers. Voilà, ce que j'avais à proposer aussi. Merci pour la précision, Amoussou. La contribution, c'est bien, bien reçu. Oui, Katambou, est-ce que vous voulez parler? Oui, sur la question toujours d'amendement. Sur la question toujours d'amendement, il y a un adage qui dit le calcium enrichit le père, mais appauvrit le fils. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cet adage, parce que si on a tendance à amender les sols acides pour élever le pH avec le calcium, il a tendance à chasser les autres éléments minéraux sur les complexes d'échange. Et ça crée un déséquilibre cationique dans les sols. C'est pourquoi il faut avoir toujours un point de vue équilibré sur la question d'amendement avec la chaux, parce qu'il y a toujours tendance que la plupart des sols deviennent plus calciques qu'être net. C'est ça la tendance qu'il y a si on n'a pas vraiment pensé à choler ou à amender les sols avec le calcium sans au préalable utiliser aussi le fumier. Justement, c'est ça le grand problème. Bien reçu. Est-ce qu'il y a Jancy ou Moussafa qui voudrait parler sur ce sujet? Ou Amoussou? Nous disons que c'est noté seulement parce que si on s'engage, on risque d'aller vers la gestion de la fertilité des sols, qui n'est pas notre module du jour. On parle que sur la CEC. Maintenant, si les gens veulent assez qu'on discute sur la gestion de la fertilité des sols, on peut organiser un autre webinaire. Uniquement sur ça, on peut en discuter. Oh, oui. Je préconiserais de tout simplement prendre note pour ne pas sortir du cadre de la formation. Oh, oui. On prend note. Merci beaucoup. Noté. Amoussou, est-ce que vous voulez parler? La main, c'est... L'essentiel est dit, je crois. Et ça peut aller. Le dernier aspect abordé me paraît quand même pertinent, à savoir que si on peut vraiment discuter de la question de la fertilité à travers un webinaire, ce serait vraiment intéressant. Seulement que pour l'inquiétude, je trouve quand même que pour l'inquiétude de la collègue qui a travaillé et qui voudrait savoir si la méthode à l'acétate convient pour ces échantillons, je voudrais tout simplement lui suggérer. D'abord, une, j'ai une série de recueils de méthodes que je pourrais mettre à sa disposition pour qu'elle choisisse en fonction du pH du sol. Donc là, le pH 7 est indiqué pour c'est l'idéal. Je pense que c'est tamponné à 7, mais lorsque c'est à 8, il faut tenir compte un peu du pH au niveau du sol, de l'échantillon, pour pouvoir donc choisir la méthode qui convient avec. Parce que le débat va continuer parce qu'il a toujours existé sur le choix des méthodes d'extraction de la CEC. Oui, Bien reçu. merci. Merci beaucoup. Même, en fait, même on en a parlé que la CEC se détermine en fonction du pH. On en a parlé exactement. Oui. Et merci bien. Ouais, ouais.
Bien, très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des contributions des personnes qui voudraient parler? Oh, sinon, je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui ont parlé. Mon collègue Bellington qui est là avec nous, connecté, qui a organisé la session. Il travaille avec moi à l'FAO. Bellington est le coordinateur du réseau africain d'AfriLab. Donc, merci encore, Bellington. Thanks a lot, Bellington, for organizing the webinar. Est-ce qu'il y a je voudrais aussi remercier Moustapha, Jancy, les égos, en fait, toutes les personnes qui ont parlé. Je voudrais aussi dire une autre fois que tout le matériel, la présentation et l'enregistrement vidéo, il sera téléchargé sur la page web d'AfriLab. Vous pouvez, et aussi sur la page web de Glossola dans la prochaine semaine, je pense. Donc, vous pouvez partager les vidéos avec vos collègues, avec votre personnel de laboratoire, avec votre étudiant. Et c'est tout en fait. S'il y a des personnes qui voudraient organiser avec nous d'autres webinaires, d'autres sessions de formation, il serait génial. Donc, vous pouvez écrire moi, écrire Bellington et on peut organiser ensemble une session de formation sur un sujet que vous voudrez en fait de l'activité de laboratoire. Peut-être un autre protocole d'analyse chimie, d'analyse physique ou biologique du sol, peut-être l'hygiène et la santé de laboratoire et peut-être le contrôle des qualités, toutes les choses, la gestion des laboratoires. Et donc, vous êtes nous sommes très, très contents de recevoir votre disponibilité sur ce sujet. Et donc, bonne journée à tous. Merci encore pour la participation. Merci Jancy, merci Moussafa, et à la prochaine fois, en fait. Merci à tout le monde. Merci Merci. beaucoup et au revoir. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment pour l'opportunité. Au revoir. Ouais. Voilà. Merci encore, au revoir. Nyama anakontrole kila kitu basi.